C'était la dernière fois que je les ai eus au téléphone. Toutes les victimes de cette histoire vont bientôt vivre un drame. Dans moins d'une minute, le train Corail, plein de 400 voyageurs, va connaître une suite d'événements tragiques et incontrôlables. « 12 juillet 2013. Gare d'Austerlitz. Alors qu'ils prennent place dans la rame, les 400 passagers de ce train sont loin de se douter de ce qu'ils vont vivre. À une trentaine de kilomètres de là, ils seront dans quelques minutes les victimes d'un accident ferroviaire, l'un des pires de l'histoire française. Brétigny-sur-Orge. Une tragédie. Un choc dont les premières photos prises par l'un des survivants laissent imaginer la violence. Madame, monsieur, bonsoir. Une catastrophe ferroviaire survenue cet après-midi en région parisienne. Le bilan encore provisoire est très lourd. Que voyez-vous devant vous? J'ai vu deux wagons totalement déchiquetés, dont un renversé quasiment sur le toit. C'est un accident très spectaculaire. C'est un accident qui a mis en évidence des défaillances à tous les niveaux. Là, je pense qu'à ma fille, parce que je me dis, c'est pas possible, c'est pas maintenant, je peux pas mourir maintenant. C'est pas le moment. C'est quelque chose qui est impensable. On peut se demander, mais comment ça peut arriver? Pourquoi ce jour-là, ce train de 419 tonnes filant à 137 km/h s'est mis à dérailler jusqu'à basculer sur le quai de la gare? Comment un simple élément est à l'origine de cette catastrophe? Pour y répondre, ingénieurs et experts racontent la face cachée de cet accident. Les survivants ont aussi accepté d'apporter leur témoignage à ce récit bouleversant. Le wagon se met à trembler dans tous les sens. Les valises tombent, les gens tombent aussi, ceux qui sont debout. Le wagon il est en train de glisser sur son flanc et nous qui sommes sur la vitre, on est séparés du sol uniquement par cette vitre. Les roues de la locomotive et des voitures appuient sur l'avant de l'éclisse et la font vibrer. C'est plus une gare, hein. C'est Hollywood. C'est un seul endroit, mais c'est un endroit où un petit problème mécanique se transforme en une grande catastrophe. Je crois que je peux, à ce moment-là, dire « je vais mourir ». Voici l'accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Un train et ses 400 passagers entraînés dans une catastrophe hors de contrôle. Vendredi 12 juillet 2013, 16h50. À Paris, comme dans toute l'Île-de-France, c'est un jour particulièrement radieux qui s'annonce. Vous écoutez France Info. Oui, un temps très ensoleillé cet après-midi pour les premiers grands départs en vacances, avec beaucoup de soleil sur l'ensemble de la France. Avec ses premiers départs en vacances, le monde afflue dans les aéroports et dans les gares de la capitale. En gare d'Austerlitz, la majorité des trains affichent complet. À cet instant, 400 voyageurs embarquent à bord du train Intercité 3657. Vincent Roux et sa compagne Morgane font partie du voyage. On était parti à Prague avec Morgane. Et donc on est sur la fin de notre retour, on monte dans ce train, on s'installe. Moi je déteste ces places, c'est les places à 4. Et je me dis que ça va être compliqué, je vais me cogner les genoux avec cette personne pendant tout le trajet. Lauriane Welter prend place dans la même voiture. Elle raccompagne Laïla, sa nièce de 5 ans, chez ses parents après un séjour passé chez elle à Paris. Wagon 4, on monte dedans, on cherche nos places 3 et 4, donc au fond du wagon. Je sors la console de jeu à Laïla, on s'installe pour passer le meilleur trajet possible. De son côté, Nathalie Montez part rejoindre sa fille et son compagnon pour des vacances en Tunisie. Elle a raté le train précédent et a trouvé in extremis une place dans celui-ci. Là, sur le strapontin, j'avoue que je me suis dit que ça allait être un peu long. Voyant le monsieur qui venait d'arriver, qui avait sa bière, je me suis dit, waouh, voilà, comment ça va se passer.
La dame à ma gauche, qui parlait très très fort dans son téléphone. C'est vrai que j'étais dans un état d'esprit de me dire, voilà, je mets ma musique. Jean-Robert Barou, lui, s'en va passer un week-end dans la Creuse avec des amis. Au lieu de prendre la voiture, j'ai décidé au dernier moment de prendre le train car je le trouvais que c'était beaucoup plus sécurisant et moins dangereux que de prendre la route la veille d'un long départ de vacances. Le train est en effet l'un des moyens de transport les plus sûrs, particulièrement ce train Corail que les Français connaissent bien. Corail, ça veut dire confort rail. Ça a été la démocratisation du confort pour l'ensemble des usagers du chemin de fer. Le train Corail, c'est un train qui est apparu dans les années 70, qui a bercé toute une génération. C'est un train qui fonctionne encore très bien, hein. Il n'y a pas de difficulté avec ce type de train, mais c'est pas un train très moderne. Le Corail a peut-être fait son temps, mais il reste encore le train régional par excellence, emprunté quotidiennement par des centaines de milliers de Français. Dans les années 70, près de 4000 de ces voitures furent commandées par la SNCF en vue de renouveler totalement son parc. Aujourd'hui, la rame de 400 passagers dans laquelle viennent de monter nos 4 voyageurs affiche complet. Composée de 7 voitures, elle mesure très précisément 202 mètres de long et pèse 419 tonnes, quasiment le poids de 2 avions long courrier, ce qui en fait un véhicule massif et robuste. C'est un tube long et très solide. Chaque wagon est en acier inoxydable, c'est pourquoi on parle aussi de voitures en inox. Elles ont subi une rénovation importante en 2005. Mais elle a un chaudron en acier qui est magnifique, d'une force, d'une résistance telle que quand ces voitures déraillent, elles arrivent parfois à emmener un pont en béton, mais la voiture reste intacte. En d'autres termes, ce train dans lequel nos passagers viennent tout juste de monter ne présente aucun danger apparent. On se sent en sécurité, on se dit que rien ne peut arriver et qu'on arrivera à destination. Non, on ne s'imagine pas autre chose. Seulement ce que Lauriane, Jean-Robert, Nathalie et Vincent ne savent pas, c'est qu'en montant à bord de ce train confortable et sécurisant, ils vont vivre l'impensable. Pour comprendre comment cet événement tragique va se dérouler, il faut aller à une trentaine de kilomètres de là. « 16h53, le train Intercité 3657 quitte la gare d'Austerlitz. En vue de gagner Limoges dans 3h20, le train va emprunter l'un des premiers axes ferroviaires en France, le Paris-Orléans. Sur son trajet, il doit traverser de nombreuses gares, parmi lesquelles celle de Brétigny-sur-Orge, située à 30 km au sud de Paris. C'est l'une des 100 gares les plus fréquentées de France. Elle supporte un important trafic de trains régionaux, de RER, de TGV et de marchandises. Brétigny-sur-Orge, c'est l'une des 3000 gares de France. C'est une gare comme les autres, c'est-à-dire extrêmement active. Soit le train s'arrête en gare, et donc là il ralentit, il s'arrête et il repart. Soit vous avez des trains, en revanche, qui passent sans s'arrêter. Et donc là la vitesse n'est pas négligeable, parce que cette vitesse de passage, c'est quand même à 150 km/h. Pour absorber une telle activité, la gare de Brétigny est dotée de 4 quais, dont 3 centraux. L'ensemble de ces quais distribue 8 voies, dont une en diagonale qui vient couper les 7 autres. Pour permettre aux trains de poursuivre leur chemin malgré cette voie diagonale, un instrument spécial est utilisé, on l'appelle la traversée jonction double. Située à 200 mètres de la gare, cette traversée jonction double permet de dévier le parcours d'un train par l'utilisation d'un rail amovible. Quand le train passe sur cette zone spéciale, il est dirigé d'un côté ou d'un autre. C'est comme un croisement d'une route, c'est-à-dire que vous êtes sur une départementale et à un moment vous croisez une autre route qui vient croiser la vôtre, et dans le ferroviaire on appelle ça une traversée jonction double. Ça permet d'aller à gauche ou à droite.
La traversée jonction double est constituée d'environ 900 pièces, c'est environ 500 boulons et attaches. Donc vous comprenez bien que ça n'est pas n'importe quoi, hein. C'est un ensemble mécanique complexe qu'il faut entretenir avec attention. Pour connecter cette traversée jonction double au reste des rails, les ingénieurs ferroviaires utilisent une éclisse, une sorte d'agrafe en acier extrêmement solide. C'est une barre d'acier d'à peu près 80 cm, soit 50 à 80 cm, en acier très dur, percé de 4 trous, et chaque rail se termine par 2 trous. L'éclisse est posée et relie les rails pour faire une surface de roulement continue. Rudy Newman est historien spécialiste des transports. Il sait l'importance de cette pièce sur les rails. Les éclisses, c'est un peu comme ces jeux de construction pour enfants type Mécano ou autre. Ce n'est rien de plus que des bandes de métal. En les vissant avec des écrous et des boulons, elles permettent de joindre les rails manuellement. Cette éclisse est donc un point de jointure entre les rails. Elle est fixée dans leur partie centrale, appelée lame, par 4 boulons. Une opération courante et a priori sans problème. Seulement pour Clive Lamming, historien des chemins de fer, il faut y être très attentif. Alors, la partie la plus fragile du rail est sans doute l'âme. C'est le talon d'Achille. On a conservé l'âme très fine parce qu'elle permet un montage assez facile du rail et en particulier permet le lien avec les éclisses. On n'a pas grand-chose à percer. Les éclisses sont logées dans l'âme du rail et elles sont serrées ensemble. Dans ce cas précis, il y a 4 boulons. Ils permettent de fixer les éclisses sur les 2 rails et ainsi de les relier entre eux. L'éclisse est donc un élément essentiel à la voie ferrée, mais aussi l'un des plus sensibles. Pendant la Résistance, les gens qui savaient faire dérailler un train, il suffisait simplement de desserrer dans une courbe une éclisse, de la retirer, de déplacer le rail de 2 cm ou 3, et tout le train partait. C'est une sorte de succession mécanique, je dirais, de déclenchement catastrophique. L'éclisse, comme l'ensemble de la traversée jonction double, nécessite donc une surveillance et un entretien permanent. Le mouvement répété des trains qui passent peut entraîner le développement de fissures microscopiques. L'éclisse est un élément clé où la maintenance est cruciale. Cela permet de détecter un danger à l'avance et de faire en sorte qu'il ne survienne pas sur la voie ferrée. De fait, c'est un peu le maillon faible de la chaîne. Une défaillance sur l'éclisse peut avoir des conséquences dramatiques. C'est ce qui s'est passé le 10 mai 2002 à Potters Bar, au Royaume-Uni. Ce jour-là, une éclisse mal entretenue a causé le déraillement d'un train et fait 7 victimes. La maintenance n'avait pas été bien faite sur un ensemble d'aiguillages à l'entrée de la gare. Les éclisses, qui maintenaient les rangées de commutateurs ensemble, ces rangées qui se déplacent pour sélectionner la voie sur laquelle un train se dirige, avaient commencé à se démonter. Alors au passage du train, une éclisse s'est cassée. Les rails se sont déplacés et les roues arrière du 3e wagon ont déraillé, détruit le quai et percuté la gare où se trouvait malheureusement un voyageur qui attendait son train. Cet accident ferroviaire causa la mort de 7 personnes et blessa 76 passagers. Il marqua profondément le pays, obligeant les exploitants à revoir leur système de maintenance.
Malgré cela, de nos jours, le train reste encore le moyen de transport le plus sûr. Il faudrait passer 5 siècles dans un train pour avoir un risque d'être tué. C'est-à-dire que la durée du voyage ne compte pas, le chemin de fer reste très sûr. Alors on a donc une confiance absolue dans le chemin de fer, ce qui fait que le moindre incident prend une dimension scandaleuse. Nathalie, Lauriane, Vincent et Jean-Robert voyagent donc dans la crédulité la plus totale, sans penser qu'un drame va bientôt survenir. « 17h. 7 minutes après leur départ de la gare de Paris-Austerlitz, les 400 passagers du train entament leur voyage sereinement. Détendue, contente d'être en vacances. On part le lendemain en Tunisie avec mon compagnon de l'époque, sa fille, ma fille. Donc des vacances sympas. Je vais voir un contrôleur et je demande à ce contrôleur s'il peut me changer de place. Le contrôleur m'a dit, ben non, restez à votre place et on verra ce qu'on peut faire pendant le trajet. Pour l'heure, chacun vaque à ses occupations habituelles et rien dans le train ne laisse présager de la catastrophe à venir. Seulement, à une vingtaine de kilomètres de là, un détail s'apprête à tout faire basculer. Ce détail, le voici. Il est situé au niveau de la fameuse traversée jonction double. C'est là, au niveau d'une éclisse, qu'une fissure s'est créée dans le rail. Avec le passage régulier des trains, elle s'est propagée au point qu'un morceau de rail s'est détaché. Mais il y a pire. Sur les 4 boulons qui maintenaient l'éclisse au rail, il n'en reste plus qu'un. Pour Bruno Cosi, expert au BEATT, le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, tout a commencé avec la cassure du boulon numéro 3. À partir du moment où le boulon numéro 3 est manquant, donc les autres boulons sont soumis à des efforts anormaux, l'éclisse commence à bouger, donc à partir de ce moment-là, on peut avoir soit des desserrages et des dévissages, soit des ruptures. Donc c'est le cas du boulon numéro 1 qui s'est desserré et qui s'est donc dévissé. En revanche, le boulon numéro 2, lui, il s'est cassé et ensuite également l'écrou se dévisse et le corps tombe. C'est à peu près comme si vous disiez qu'un mur, heureusement qu'il est composé d'un grand nombre de briques, ce qui fait que s'il en manque une, c'est pas très grave, s'il en manque une autre non plus. Mais à un moment donné, vous voulez, on franchit un seuil. 17h09. Cela fait 16 minutes exactement que Jean-Robert, Vincent, Nathalie et Lauriane ont quitté la capitale. Dans 1 minute et 20 secondes, leur train traversera la gare de Bretigny. Mesdames, messieurs, voie 1, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. En gare de Bretigny, Geneviève et Marc entendent l'annonce du train qui s'apprête à traverser la gare à toute allure. Le couple d'octogénaires, qui doit bientôt prendre le RER, est arrivé avec un peu d'avance. Thierry Gomès est le fils de Geneviève. Il s'apprête à les accueillir pour le week-end. Ce 2 juillet, nous préparons une réunion familiale. C'est l'occasion de se réunir, toute la famille, sur 4 générations. Et on se prépare à vivre une journée très très agréable. J'ai eu ma mère au téléphone 3-4 jours avant. Je lui avais proposé de venir la chercher pour leur éviter de prendre le train. On m'a opposé un refus en me disant qu'ils étaient tout à fait capables de prendre le train et qu'ils ne voulaient pas me solliciter pour faire l'aller-retour. Donc bah voilà, c'était la dernière fois que je les ai eus au téléphone. Toutes les victimes de cette histoire vont bientôt vivre un drame. Dans moins d'1 minute, le train Corail, plein de 400 voyageurs, va connaître une suite d'événements tragiques et incontrôlables. Il est 17h10 ce vendredi 12 juillet 2013. Filant à 137 km/h, le train Corail numéro 3657
s'apprête à s'engager sur la traversée jonction double de la gare de Brétigny-sur-Orge. À l'intérieur, les passagers ne se doutent de rien. Ils ont gardé le souvenir intact de cet instant qui précède la catastrophe. Morgane est à côté de moi. Moi j'ai un livre et elle a un magazine. Je commence à mettre mes écouteurs pour écouter de la musique. Donc une musique que j'adore, c'est le Requiem de Mozart, Circonstance. C'était peut-être un présage. « 17h11. Cette fois, le train arrive au niveau de la traversée jonction double et de l'éclisse fragilisée. La locomotive passe, la première voiture passe, la deuxième passe. C'est là où les choses vont mal se passer. Le train file à 137 km/h. Les deux premières voitures viennent de passer sur l'éclisse, mais au passage de la troisième, la pièce métallique uniquement tenue par un boulon rebondit. C'est le début d'une suite d'événements qui va conduire les passagers à la catastrophe. Les roues de la locomotive et des voitures appuient sur l'avant de l'éclisse et la font vibrer. L'éclisse remonte un peu, puis redescend, parce que le mécanisme est complètement lâche. Elle tourne autour de ce qu'il reste du dernier boulon. En rebondissant contre les roues et le sol, l'éclisse prend de plus en plus d'élan. Le phénomène s'amplifie à mesure que le train avance. Résultat, elle menace de se déloger complètement. Et c'est là, à ce moment-là, que l'éclisse est dangereuse parce qu'elle est ensaillie sur le rail. Il vaut mieux qu'elle ne soit pas là que d'être là avec un seul boulon. Vous n'avez pas un risque sur des millions que ça se produise. C'est complètement incompréhensible. Quelques secondes après que l'éclisse soit entrée en vibration, le corps de son dernier boulon casse. Elle est alors projetée vers l'avant, à l'endroit précis où les rails se croisent. À cet instant, plus rien ne peut empêcher le soulèvement du train. Elle va se loger presque à la verticale, mais inclinée. Elle se loge face, comme une épée qui est tendue au train suivant. L'éclisse, elle retombe au pire endroit, l'endroit où le déraillement devient inévitable. Parce qu'avec sa position et la forme qu'elle a maintenant, elle constitue en quelque sorte un tremplin pour les roues suivantes. C'est un seul endroit, mais c'est un endroit où un petit problème mécanique se transforme en une grande catastrophe. La voiture 3 est passée in extremis. Mais la voiture 4, dans laquelle se trouvent Lauriane Welter et Vincent Roux, n'est pas aussi chanceuse. Elle passe sur le tremplin formé par l'éclisse, coincée dans le croisement des rails. C'est là que tout bascule. Je suis dans mon livre, Morgane est à côté de moi. Et tout ça se passe comme ça jusqu'à ce que j'entende ce bruit. Et ce bruit, il est immédiatement suivi de cette sensation du wagon qui se soulève. On sent le wagon se surélever, vraiment on sent qui se surélève et qui se repose. La voiture 4 vient d'être projetée d'environ 1 mètre de hauteur sur une dizaine de mètres de distance. À l'intérieur, Vincent et Lauriane ne comprennent pas immédiatement. Du coup, là tout de suite, il y a un silence. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut pas arriver, ça peut pas arriver. Un wagon qui se soulève, ça n'arrive pas. Et pourtant, l'inconcevable se produit. Après avoir été entraîné par l'éclisse, le wagon chute. Mais il ne retombe pas sur les rails. Il roule désormais à même le sol. Les roues de droite, qui sont celles qui sont concernées, donc elles retombent à droite du rail et elles continuent à rouler sur le traverse et au bout d'un certain temps, elles s'écartent et elles s'enfoncent dans le ballast. Il est 17h12.
À 200 mètres de la gare de Brétigny, alors qu'il file toujours à 137 km/h, le train intercité numéro 3657 entre en déraillement. Une fois déraillé, le train est hors de contrôle. On ne peut plus rien faire. Vincent, Lauriane et leurs accompagnants sont pris au piège dans le wagon qui déraille. Quand soudain, la situation devient encore plus dramatique. Le wagon se met à trembler dans tous les sens. Les valises tombent, les gens tombent aussi, ceux qui sont debout. Le wagon penche d'un côté, il penche de l'autre. Morgane et moi, on est balancés en avant et on tombe immédiatement sur la vitre du wagon qui est maintenant sur son flanc. Lauriane est avec sa nièce Laïla à l'arrière de la voiture. Elles sont du mauvais côté du wagon et lorsqu'il bascule, toutes les deux se retrouvent en hauteur. Je tombe sur le côté, le bord du siège de la personne qui est face à moi. Et Laïla vole, donc je l'attrape au vol. J'ai pas de force, je la lâche. Et deux monsieur m'aident à la retenir et je la rattrape après. Quant à Vincent et Morgane, ils vivent une scène inimaginable. Le wagon il est en train de glisser sur son flanc. Et là, nous qui sommes sur la vitre, on est séparés du sol uniquement par cette vitre. Malgré son basculement, la voiture 4 continue d'avancer, traînée par les 3 premières voitures auxquelles elle reste solidement attachée. Le train glisse sur le sol, détruisant tout sur son passage. Il y a de la poussière et des pierres partout. À l'intérieur, c'est l'enfer absolu. On entend les ballasts s'éclater sur les vitres. Ça fait comme des impacts de tir, comme si on nous tire dessus. Papa. Enfin, vraiment, c'est très violent en fait au niveau du bruit. On entend l'acier aussi qui se frotte au sol, les vitres qui explosent. J'entends une femme qui crie « Mon bébé, mon bébé, mon bébé ». J'imagine même pas pour cette femme ce qu'elle vit à ce moment-là. Vincent et Morgane restent plaqués contre la vitre. Mais la situation vire soudainement au cauchemar. Et moi qui suis sur cette vitre-là, je sens vraiment un sentiment d'un danger, de mort immédiat. Je sais qu'il y a Morgane qui est à côté de moi. Je la sens et j'attrape son pull. Et il y a un moment où la vitre se brise. Et quand cette vitre se brise, c'est là où je ne peux pas retenir Morgane. Au moment où je perds Morgane, je suis attiré par le trou. Et là, mon pied heurte le sol, enfin, passe par la vitre et heurte le sol. Je sens une grosse douleur à mon pied, un choc, mais je continue à me tenir. En fait, je me tiens au-dessus de la vitre et j'ai mes pieds qui sont en dessous de la vitre. Et je tiens comme ça pendant toute la durée où le wagon continue à glisser. À l'arrière du wagon, Lauriane craint de subir le même sort. On se dit que c'est la fin, qu'il faut s'accrocher. Je vois des choses passer sous cette vitre. Je me dis, faut s'accrocher, sinon on va se faire happer par le train. Je suis comme ça pour pas être asphyxié par toute cette poussière et par ces morceaux de ballast et tout ce qui rentre dans le wagon. Ça doit être horrible à l'intérieur. On parle d'un temps très court, de quelques secondes avant que le train ne s'arrête. Mais pour ceux qui sont dans le wagon, cela représente une éternité.
Les événements dramatiques se succèdent. En basculant, le wagon de Vincent et Lauriane a sectionné l'attelage qui le relie aux voitures arrière. L'attelage n'est pas fait pour résister à des efforts infinis. Donc il a une certaine résistance, jusqu'à 200 tonnes d'efforts. Mais en l'occurrence, on a dû avoir des efforts qui étaient plus forts, plus importants que la résistance normale de l'attelage. Donc l'attelage s'est rompu. Le train est désormais coupé en deux. La première partie, composée des 4 premiers wagons, s'arrête au bout de 200 mètres grâce au freinage d'urgence déclenché par le conducteur. Mais la catastrophe ne va pas s'arrêter là. L'autre moitié du train, elle, poursuit sa route sur la voie ferrée. Droit devant, il y a l'éclisse endommagée. Le tremplin, il est en place et pratiquement l'éclisse est bien coincée et ne bouge pas. Donc toutes les voitures suivantes vont subir malheureusement le même sort. Une des lois du chemin de fer est que quand sur un train, le premier wagon déraille, tout le train déraille. À l'instar de la voiture 4, la voiture 5 est projetée sur plusieurs mètres, puis retombe à terre et déraille. Pendant ce temps, la voiture 6, dans laquelle se trouve Nathalie Montez, est elle aussi entraînée vers l'éclisse. Les roues avant passent et retombent sur les rails. Une fraction de seconde plus tard, c'est au tour de l'arrière de rouler sur l'éclisse. Mais au lieu de retomber sur le rail ou à terre et de causer un troisième déraillement, la voiture se retrouve sur un autre rail que celui d'origine. Cette situation exceptionnelle s'appelle le bivouac. Cette voiture, elle va se positionner en bivouac, c'est-à-dire que son essieu avant, il va continuer son chemin sur la voie 1, alors que son essieu arrière, il va se diriger vers la voie 1B. C'est le début d'un nouvel engrenage infernal. S'il n'y avait pas eu cet appareil de voie, la voiture numéro 6 aurait été tout droit. Même si les roues étaient retombées du côté gauche du rail, elles n'auraient pas été emmenées vers la gauche par le branchement qui se trouve plus loin. C'est là que les événements prennent une terrible tournure. Le scénario dramatique se dessine toujours un peu plus. Solidement attachée à la voiture 5, qui elle continue de dérailler, la voiture 6 pivote, poussée par la voiture 7, qui elle emprunte le rail d'à côté. Résultat, en l'espace de quelques secondes, elle avance quasiment perpendiculaire de la gare. Les passagers de la voiture 6 subissent la rotation à 90 degrés du wagon. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que le train est hors de contrôle. Le phénomène est si rapide que dans la voiture 6, les voyageurs comme Nathalie Montez ne prennent la mesure du danger que maintenant. À ce moment-là, je sens des secousses en fait. Je suis debout et j'entends le monsieur qui est assis sur sa valise qui crie « on déraille ». Là, je pense qu'à ma fille parce que je me dis c'est pas possible, c'est pas maintenant, je peux pas mourir maintenant en fait. C'est pas le moment. La 6e voiture, c'est le point d'orgue de ce désastre. Tout ce qui pouvait mal se passer à ce stade, s'est mal passé. La 6e voiture avance à l'horizontale entre les deux autres vers la gare, et sur son chemin, il y a le quai. Le monstre d'acier de plusieurs dizaines de tonnes fonce en direction du quai où se trouvent Geneviève et Marc, la mère et le beau-père de Thierry Gomez. À aucun moment les gens se disent ce train va dérailler. Vous avez un train qui d'un seul coup quitte les voies, et vient balayer tout sur son passage, et là les passagers qui attendent, ils n'ont aucun échappatoire. Ceux qui sont sur sa route n'ont aucune chance de s'en sortir. On parle d'une énorme quantité de métal qui avance à toute vitesse. Rien ne peut l'arrêter. Le premier acte de cette tragédie en déclenche un deuxième. Après le déraillement qui a duré 40 secondes, le train rase littéralement le quai où se trouvent Geneviève et Marc. À l'intérieur de la voiture, Nathalie Montez est sidérée par ce qui lui arrive. Je
comprends pas du tout ce qui se passe. J'ai jamais ressenti ça. Je pense à ma fille. Et puis trou noir. Tout ça vous fait prendre conscience que là, je suis en train de vivre peut-être mes derniers instants de ma vie. Le train intercité numéro 3657 emporte tout sur son passage jusqu'au bout du quai. En gare de Brétigny-sur-Orge, l'impensable vient d'arriver. Immédiatement, tous les regards se tournent sur le train et ses wagons accidentés. Principale actualité de ce vendredi, une catastrophe ferroviaire survenue cet après-midi en région parisienne. En ce jour de grand départ, un train corail parti de Paris à destination de Limoges a déraillé dans la gare de Brétigny-sur-Orge. Le bilan encore provisoire est très lourd. Les secours et les autorités dénombrent ce soir 6 morts et plusieurs blessés, dont une douzaine touchés très gravement. Dans les 3 premiers wagons épargnés par l'éclisse endommagée, il n'y a aucune victime à déplorer. Mais pour les 4 autres, qu'en est-il vraiment? Il y a aussi les survivants. Dans quelle situation va-t-on les trouver? Il faut intervenir de toute urgence. « 17h14. 2 minutes après le début du déraillement, l'alerte est donnée. Appelée à la caserne de sapeurs-pompiers de Brétigny, Marie-Christelle Charbuyer est l'une des premières à arriver sur les lieux. C'est plus une gare, hein. C'est Hollywood. Je me rends compte que c'est au-delà du réel. La première chose que je vois, c'est un flot de personnes qui sont, a priori, les voyageurs, qui arrivent dans ma direction. Et j'entends cette maman qui cherche son enfant, et la première chose que je me dis, c'est pourvu que je découvre pas d'enfants blessés dans les wagons. Christian Sureau s'occupe de la coordination des secours sur place. Lui aussi est impressionné par la scène qu'il découvre. Dans ma carrière, jamais vu une telle situation, jamais. C'est un événement, vous vous dites c'est pas possible qu'il arrive ça en gare de Brétigny dans l'Essonne. C'est une scène d'apocalypse quand même, il faut le savoir. Hein. C'est quelque chose qui vous remue quand même. On ne reste pas insensible par rapport à ça. En quelques minutes, le plan de bataille s'organise. Il faut répondre à l'urgence des personnes sur le quai. Mais il faut aussi, et le plus vite possible, désincarcérer les voyageurs restés dans le train. Combien on va retrouver de personnes décédées sous ces voitures? C'est la question que je me suis posée pendant de longues minutes. Il y en aura, c'est sûr. On va en retrouver combien? Le plan Orsec-Novi, un dispositif d'urgence, est immédiatement mis en place. Grâce à lui, d'importants secours sont déployés. 300 pompiers, 20 équipes de SAMU, 8 hélicoptères, des équipes de sauvetage en décombres, des équipes cynophiles. La gare est transformée en poste médical avancé. Sur place, les témoins font les premières constatations. Que voyez-vous devant vous? Moi je suis allé sur les quais, donc j'ai vu 2 wagons totalement déchiquetés, dont un renversé quasiment sur le toit. Ça a arraché le toit de la gare, enfin bon, c'est un accident très spectaculaire. Parmi les voyageurs, Jean-Robert Barou est l'un des plus chanceux. Passager de la voiture 7, la dernière voiture, il n'a fait que ressentir le déraillement. Lorsqu'il quitte son wagon, il fait les premières photos dont certaines sont insoutenables. Ce que je vois, c'est un champ de guerre, c'est apocalyptique. Je vois une personne étendue, donc je vais vers cette personne pour lui porter secours. Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'elle était décédée. Je me retourne, je vois une deuxième personne qui, elle, est sous le wagon.
Et bon, vu l'état, je me suis rendu compte très vite qu'il avait été déchiqueté. Dans les autres voitures, le vacarme du déraillement a fait place au silence. Les survivants, comme Vincent Roux, sont en état de choc. Je regarde mon pied, je vois que j'ai perdu une chaussure et que je vois une grosse blessure assez béante au niveau du pied. Tout de suite, il s'occupe beaucoup de moi, la personne là qui était en face de moi. Je pense qu'il a vu toute la scène, ce qui s'est passé peut-être plus clairement encore que moi. Il s'occupe de moi, là je lui dis que je vais pas bien, je perds connaissance. Dans la voiture 6, Nathalie Montez reprend ses esprits. En fait, je regarde un petit peu autour de moi. Et là, un peu plus loin devant, je vois une sorte de cuve. Et puis du liquide qui coule, en fait. Et je pense que tu as de l'essence, en fait. Je me suis dit, il y a de l'essence, si jamais ça s'enflamme et que ça explose, voilà, c'est la fin. Et comme si cela ne suffisait pas, le pire pourrait bientôt survenir, avec l'arrivée d'un nouveau train. Vendredi 12 juillet 2013, il est 17h15. À la gare de Brétigny-sur-Orge, le train Corail numéro 3657 vient de dérailler, provoquant l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire française. Mais alors que les victimes tentent de s'extraire de la carcasse, un autre train, qui n'a pas été alerté de la situation, fonce en direction de la rame accidentée. Vous avez un conducteur de train qui arrive en face du train accidenté, qui découvre le courant en arrivant, et il voit un nuage de poussière, et il voit aussi que son train est ralenti parce que le courant est coupé. Fort heureusement, en activant le freinage d'urgence au moment du déraillement, le conducteur du train accidenté a coupé le courant de traction des rails. Résultat, les trains à l'approche de la gare ne sont plus alimentés et perdent de leur vitesse avant de s'arrêter. Le conducteur a fait tout ce qui était en son pouvoir. Il devrait être félicité pour ce qu'il a fait. S'il n'avait pas immédiatement déclenché l'alerte, il y aurait eu un accident beaucoup plus important. Le sang-froid et la lucidité du conducteur permettent d'éviter de justesse un deuxième drame. Son comportement, il est parfait, puisqu'immédiatement, il appuie sur le freinage d'urgence, donc le train s'arrête, et il fait bien parce qu'avec l'inertie, son train s'arrêtera à 100 mètres de la locomotive du train accidenté. On est passé très près d'une très très grosse catastrophe ferroviaire, très très près. Si c'était pas arrêté, s'il n'avait pas eu le message, lui aussi roulait normalement, mais il se trouvait devant des wagons de travers. Là, c'était un carnage. Pendant ce temps, ceux encore bloqués dans le train tentent de s'extraire. Aux équipes de secours qui leur viennent en aide s'ajoutent tous les témoins de la scène. J'entends la porte s'ouvrir derrière. Un monsieur avec un gilet jaune, un cheminot visiblement, qui nous dit que l'on peut sortir. On passe au-dessus du corps d'un homme pour pouvoir sortir. Pour Nathalie Montez, l'urgence n'est plus de savoir si la cuve devant elle va exploser. Elle est manifestement blessée. Quand je vois mon bras, il y a la chair qui ressort et c'est plein de sang, quoi. J'ai du sang sur le visage, je le sens. Mais on n'est pas du tout... J'ai pas mal, en fait. Aucune douleur, vraiment aucune douleur. Je sais que je viens de m'enlever quelque chose de la cuisse. La voiture 6 dans laquelle se trouve Nathalie est à cheval sur le quai, pliée en accordéon. Comme elle, de nombreux autres passagers sont bloqués à l'intérieur. Marie-Christelle Charbullier, la pompière qui s'est rendue la première sur les lieux, arrive près du wagon. Enfin, c'est plus un wagon, c'est une boîte déformée. Et on est obligé de ramper pour accéder aux victimes. La première victime que je vois, c'est une dame qui est assise et qui est coincée sous la tôle d'une des parois du wagon. Une autre victime qui est assise et qui a un membre inférieur droit qui est déchiqueté.
Au fur et à mesure du déroulement de l'intervention, le bilan s'affine. Je sais qu'on a des personnes décédées. Je sais qu'il y a des personnes qui sont blessées graves. Et parfois, on est dans une situation sur laquelle on ne peut pas dégager la victime sans prodiguer des gestes particuliers médicaux, tels que des amputations sur place. Deux minutes à peine après l'accident, les premiers survivants sont mis en sécurité. Ils prennent conscience qu'ils viennent d'échapper au pire. On commence à réaliser l'ampleur de l'accident quand on voit l'ensemble du train arraché, déchiqueté, la gare de Bretigny qui est complètement explosée. On pense que ça a été soufflé par une bombe. Entouré de soigneurs, Vincent Roux reprend connaissance. Sa première pensée va à Morgane, sa compagne. Chaque fois qu'une personne passe, je lui dis « Je suis avec Morgane, est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez trouvé ?» Et jusqu'à ce moment-là, bien entendu, j'ai pas de réponse. J'ai toujours l'espoir qu'on la retrouve. Plus le temps passe, plus c'est dur, mais à ce moment-là, j'ai toujours l'espoir. L'accident ferroviaire de Bretigny-sur-Orge fait la une de tous les médias internationaux. Le soir même, le président Hollande est sur place. Pensons aux victimes, pensons aux familles, pensons aux blessés, saluons les personnels qui se sont mobilisés. Moi, je veux saluer cette mobilisation et cette solidarité. La France, c'est un pays qui est capable, lorsqu'il y a une catastrophe, de faire face. Les secours travaillent jusque tard dans la nuit à la recherche de rescapés. Bien qu'il ne sache pas où Morgane se trouve, Vincent Roux garde espoir. Il est pris en charge dans un hôpital parisien. Le lendemain, la nouvelle tombe. Je suis opéré le samedi soir. Et c'est quand je rentre, en fait, quand je remonte dans la chambre après l'opération, c'est là que mes parents m'apprennent qu'ils ont eu la confirmation que Morgane était décédée. Tout s'écroule. À ce moment-là, tout s'écroule. Ça remet tellement tout en cause. Les projets qu'on peut avoir, une vie qu'on se construit, tout ça d'un seul coup est rayé. Morgane est décédée à l'âge de 26 ans. De son côté, Thierry Gomez a toujours espoir que sa mère et son beau-père soient en vie. Jusqu'au moment où les médias relatent la terrible nouvelle. On apprend que 2 octogénaires faisaient partie des victimes. Voilà. Donc on a vite fait la relation. On sait qu'ils ont été balayés, fauchés par le train, mais on ne peut pas réaliser en fin de compte. Là où vraiment on a réalisé, c'est quand on a récupéré leurs affaires. Ça a été le déclic et la violence et l'effroi de ce qui a pu se passer sur ce quai. En plus de Geneviève et Marc, 2 jeunes hommes de 19 et 23 ans ont été fauchés par le train. Au total, le déraillement du train intercité 3657 en gare de Bretigny-sur-Orge a coûté la vie à 7 personnes et blessé 70 voyageurs dont certains porteront toute leur vie de lourdes séquelles. C'est extrêmement douloureux pour les familles des victimes, c'est cette mort de trop, mais ça aurait pu être bien pire. C'est presque miraculeux. Quelques minutes avant, c'était plusieurs dizaines de personnes qui se trouvaient sur ce quai. Et donc si le train avait déraillé à ce moment-là, c'est sans doute plusieurs dizaines de personnes qui auraient décédé ce jour-là. Voilà. L'accident ferroviaire de Bretigny-sur-Orge choque la France entière et plonge la SNCF dans la tourmente. L'heure est venue de comprendre ce qu'il s'est passé ce jour-là, et ce que les enquêteurs vont découvrir est effrayant. Comment un train voyageur a-t-il pu dérailler sur une ligne extrêmement fréquentée? Quelle en est la cause? La catastrophe aurait-elle pu être évitée?
La nuit même du drame, les premières investigations sont menées sur place. Elles permettent rapidement de mettre la main sur un élément déterminant. 24 heures après les premières investigations, Guillaume Pépi, le président de la SNCF de l'époque, révèle l'origine du drame, la fameuse éclisse. Pour la SNCF depuis 25 ans. C'est que cette fameuse pièce, l'agrafe entre deux rails, qui s'est détachée du rail et qui s'est logée au cœur de l'aiguille et qui a fait en quelque sorte levier sur l'une des voitures, la troisième ou la quatrième, provoquant le déraillement. Et les premiers rapports de révéler toute une suite de défaillances. La fissure dans le rail est découverte comme la perte des 3 boulons. Le BEATT, le bureau d'études en charge de l'enquête technique, s'interroge. Comment une situation comme celle-là a-t-elle pu se produire sur des équipements vérifiés régulièrement? Les experts sont même étonnés d'apprendre qu'une inspection de maintenance avait été réalisée 8 jours auparavant. Les assemblages boulonnés nécessitent une maintenance et des contrôles réguliers. Si vous ne le faites pas correctement, vous créez des situations de risque. Il n'y a jamais d'erreur individuelle. Ce sont toujours des suites d'erreurs collectives. C'est un accident qui a mis en évidence, je veux dire, des défaillances à tous les niveaux. C'est-à-dire aussi bien au niveau le plus bas, au niveau de l'exécution, puisqu'on voit qu'il y a eu des défaillances de qualité dans la réalisation d'un certain nombre d'opérations de maintenance, mais aussi au niveau du management de l'établissement. Les défaillances évoquées par Bruno Cosi sont malheureusement passées sous les radars de la SNCF, pourtant mobilisée chaque jour à la sécurité de ses voyageurs. Dans cette suite d'événements qui a conduit au drame, l'éclisse défaillante reste l'élément qui a tout précipité. C'est pourquoi toutes les mesures ont immédiatement été prises pour les contrôler, ainsi que l'ensemble des traversées jonction double du réseau ferré français. Mais cette action n'a pu cicatriser la plaie de ceux qui ont vécu la catastrophe et de leurs proches. Le procès pénal devrait avoir lieu prochainement. C'est quelque chose qui est impensable. Aujourd'hui, avec les technologies que l'on a, avec les moyens opérationnels sur la maintenance des voies, enfin avec l'organisation d'aujourd'hui, on peut se demander mais comment ça peut arriver? On a la hargne de vivre, on en veut, on profite de chaque instant. Mais bon. J'ai des blessures superficielles et d'autres, parce qu'on parle aussi beaucoup des personnes décédées, mais il faut penser à ceux qui ont des blessures à vie. Morgane, je garde son image, le dernier sourire qu'elle m'a fait, juste avant qu'on se plonge. Elle dans son magazine, moi dans mon livre. C'est ça la dernière image que j'ai envie de garder. Je préfère regarder en mémoire son sourire. Aujourd'hui, sur les lieux du drame, le voyageur ne peut soupçonner qu'ici un train a déraillé jusqu'à se coucher en partie sur l'un des quais. Personne d'autre que les 400 voyageurs du train Intercité 3657 ne peut imaginer la violence de cet accident. Un accident qui, ce jour du 12 juillet 2013, les a conduits dans une catastrophe hors de contrôle.